Alors, ça va bien les petits gants? Alors vous avez soif de knowledge et vous voulez comprendre comment fonctionne la 3D? Ça tombe bien parce que c'est le sujet de cette vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir que nous voyons et même nous vivons dans un monde en 3D. Bon, en vrai je pourrais même dire 4 si on compte le temps, mais on va faire simple. Mais cependant, nos écrans, eux, ils sont en 2D. Donc comment va-t-on réussir à projeter de la 3D sur un écran 2D? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour commencer, déjà ce problème ne date pas d'hier, ni même de l'informatique en fait. Ça fait un moment que les architectes et les artistes ont cherché à reproduire de la 3D ne serait-ce que pour simplifier la conceptualisation d'un bâtiment à l'aide d'un plan. Note que des plans 2D ce serait quand même assez drôle. Jusqu'au 15e siècle, les Joe ils galèrent un peu. Le premier ayant trouvé un moyen efficace de le faire, c'était Filippo Brunelleschi, aux alentours de 1420. Et pour avoir discuté avec lui, il n'utilisait pas Blender. Bien qu'on soupçonne que certains utilisaient des méthodes pour faire de la perspective dès l'Antiquité, mais il n'en reste pas beaucoup de traces. En fait, il utilisait un miroir et une petite planche trouée, et il se rendit compte que les lignes convergeaient vers un point qui s'appelle le point d'échappement. En utilisant ce point d'échappement, il réussit à faire des plans 2D simulant une perspective comme celui-ci, qu'il utilisa d'ailleurs pour démontrer son expérience, ce qui permettait d'avoir une impression de profondeur, un peu comme on va éviter les blagues de Toast quand même. Ensuite, au XVIIe siècle, tu as le boss du mad game, aka... qui arrive et qui fait... Les petits gants! Je viens de trouver les matrices de translation et rotation en 3D! Oh shit, j'ai dû introduire beaucoup de trucs là. Top! Vraiment une matrice, c'est une grille contenant une valeur par case. On peut les additionner, les soustraire. Pour ce faire, on soustrait la case de la première matrice à la même case de la deuxième matrice. Puis, concernant la multiplication, c'est un peu plus compliqué. On va prendre la première ligne de la première matrice et la première colonne de la deuxième matrice. On va multiplier chacune des cases, puis on additionne le tout, ce qui nous donne la case dans la matrice résultante. Ensuite, on répète ce processus pour chacune des cases de la matrice initiale, ce qui nous donne une matrice finale qui a pour dimension la hauteur de la première matrice et la largeur de la deuxième matrice. Les matrices de transformation 3D de l'air vont permettre donc, une fois multiplié à la matrice contenant les positions d'un objet 3D, de le faire tourner, de le déplacer ou de le redimensionner en gardant une impression de profondeur. Vous avez compris ? Bon, en réalité, entre les deux jeux, il s'est passé pas mal de trucs. Mais c'est assez complexe et pas tellement en rapport avec la 3D animée dont on va parler aujourd'hui. Si ça vous intéresse, checkez ça. Et pour la faire courte, il va y avoir d'autres méthodes qui vont se développer par la suite de perspective, dont la perspective axonométrique. Non, en vrai, il n'y a rien écrit. Qui consiste à faire le point d'échappement. J'en reparlerai plus loin parce que ça va nous intéresser plus tard. Jusqu'ici, la perspective nous permettait de reproduire de la 3D sur un plan fixe, et l'apport de l'air, ça va être de trouver les matrices qui seront nécessaires pour animer ces objets et garder l'illusion de 3D sur un plan 2D. Oh ouais, mais ça c'est pour des tableaux, mais je vois comment ça marche en place. On y vient. Faut bien que j'autorise avant. Sur PC, on utilise toujours les matrices eulériennes, mais on a aussi ajouté des opérations pour améliorer le réalisme du rendu, comme la rasterisation, qui permet donc de remplir des modèles 3D, et l'utilisation d'un point servant de caméra dans l'espace 3D. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut penser dans un jeu vidéo en 3D, c'est pas la caméra qui bouge, mais c'est le monde entier qui bouge autour de la caméra. On a ensuite différentes méthodes pour le texturing. Globalement, ce que ça va faire, c'est prendre la texture, effectuer les mêmes transformations que sur le polygone sur lequel il doit être appliqué, puis faire un peu comme la rasterisation, et vient ensuite l'éclairage, qui pour le coup est vraiment compliqué à expliquer en détail, donc je vais juste décrire le fonctionnement. Globalement, la distance, l'exposition et les potentiels obstacles vont être calculés pour modifier plus ou moins la couleur de chaque polygone et même de chaque pixel. Donc comprenez bien que tout ça demande pas mal de puissance de calcul, car bien qu'individuellement c'est que dalle, ton PC est vite en assistance respiratoire. Et bien voilà, c'est à peu près tout pour ce premier jet. Avant de partir, restez un peu, j'ai quelques trucs à vous dire. Déjà, c'est ma première vraie vidéo de ce type, donc il y aura forcément des trucs à corriger. Et promis, les prochaines seront plus longues. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui va pas, quitte à me descendre, c'est pas grave, je le prendrai pas mal. Sinon, si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like pour le référencement, et on se retrouve vendredi prochain à 18h pour la réalisation d'un moteur basique en 3D. D'ici là, n'oubliez pas qu'il faut toujours acquérir du knowledge, et la bise au chien!